couleurs du ciel, parfum de mes 20 ans. Chacun sa génération, chacun sa ritournelle, chacun ses souvenirs. 50 ans de chansons, 50 ans de télévision, on a tous quelque chose de revision. Le concours comme un album de famille, pour le meilleur et pour le pire parfois, une mosaïque de ces petits riens qui font l'air du temps. Un temps qu'on avait peut-être rangé un peu prématurément sur les étagères des vieilleries patrimoniales, juste entre kitsch et pas indispensable. Pour la sélection française 2007, on s'attendait assez naturellement à une ambiance un rien officielle, pour ne pas dire un peu guindée. Alors, on peut imaginer la surprise générale. Une ambiance, un lieu, un tempo, disons, différent. Le message est clair, les temps changent et bon an mal an, l'Eurovision aussi. Alors, entre curiosité, amusement et nostalgie, on reprendra notre copie pour une révision générale sur un demi-siècle de l'histoire du plus grand concours de la chanson du monde. N'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Années 50, c'est l'heure de la reconstruction. L'Europe devient une exigence pour que plus jamais elle ne se déchire. On pose les bases d'une unité économique, industrielle et politique. La Belgique, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, l'Italie, le Luxembourg s'apprêtent à signer le traité de Rome qui marquera les premiers pas de la toute jeune communauté européenne. Il y a énormément de projets européens qui vont fleurir à ce moment-là. Il y a un an de décalage entre le traité de Rome et l'Eurovision. Juste quelques années avant l'Eurovision, le fameux traité CECA, de Communauté européenne du charbon et de l'acier, mettre le charbon et l'acier ensemble pour que notamment d'abord la France et l'Allemagne ne puissent plus créer d'armes, donc ne puissent plus faire la guerre. Alors il paraît que la musique adoucit les mœurs, donc quoi de mieux que de faire une compétition musicale entre d'anciens ennemis. Et dès 1956, sous le signe de la réconciliation culturelle, on lance le grand concours de la chanson européenne. Un réseau regroupant 8 pays diffusera simultanément un même programme, susceptible d'apporter un même souffle les frontières. Pour annoncer l'opération, on est prudent pour ne pas dire précautionneux. L'expérience que nous allons commencer dimanche prochain, qui consiste à interconnecter les réseaux de télévision britanniques, belges, hollandais, allemands, suisses, italiens, danois et français, est une expérience extrêmement importante pour l'avenir de la télévision européenne, mais ce n'est qu'une expérience. Je supplie les téléspectateurs d'être indulgents si, comme nous le prévoyons nous-mêmes, les incidents techniques seront nombreux, certainement nombreux, lors de ces transmissions. Hello. But can you hear me? Attendez, s'il vous plaît. Un seconde, s'il vous plaît. Could you stop just a moment, please? We're out of order with the board. Oh, I'm so sorry. Well, you say... Des incidents, il y en aura, mais qu'importe. Le signal passe et en direct de Lugano le 24 mai 1956, le concours de l'Eurovision pousse ses premières vocalises. Couleur du ciel, parfum de mes 20 ans. Jardin plein de soleil où je courais enfant. Bonsoir, l'Europe. Après les horreurs de la guerre, l'Europe soigne ses plaies à grand renfort d'eau de rose et de bons sentiments et se réinvente en continent de cocagne, une vitrine souriante, fédératrice et pacifiée. Là, on est en 59. Il y a 15 ans, ils étaient tous en guerre, quoi.
Il y a des Allemands qui sont là, il y a des Pays-Bas, tous ces pays étaient envahis, quoi. Et ils sont là en train de chanter 15 ans après, en train de s'échanger des points. Et moi, je trouve ça vachement émouvant parce que quelque part, c'est en eux, quoi, ce qu'ils ont traversé. Et les pages de l'après-guerre de se tourner et le concours de poursuivre sa ronde. L'évolution, elle s'est faite autour de la fédération d'un nombre de pays. Au début, c'était des jurys qui votaient. Maintenant, ce sont les téléspectateurs. Donc là aussi, il y a eu une évolution. À l'époque, au tout début, les gens chantaient en direct avec un orchestre. Maintenant, ils chantent sur une bande. Bon, il y a eu des évolutions à la fois de mise en scène, musicale, etc. Mais le côté festif et le côté, on va dire, assez symbolique de l'Eurovision est resté tout au long de ces 50 et quelques années. Au fil des décennies, année après année, les chansons du concours vont venir s'ancrer dans notre mémoire collective. Dans les années 60 et 70, les chansons de l'Eurovision étaient systématiquement des succès. Donc, vous faites écouter à quelqu'un qui a vécu cette époque Nonoletta, vous faites écouter Puppet on a String, vous faites écouter ABBA pour 74 de Waterloo. Les gens vous disent, ah oui, ce jour-là, je sais pas, j'étais en vacances, ou cette année-là, j'étais en vacances à Biarritz, ou je sais pas, c'est cette année-là que j'ai connu ma femme. Enfin, c'est... On a wet day, dry day, great to be alive day, brother takes the stand. Cymbals ringing, everybody singing in the Sally Annie Band. Le concours s'installe comme un des événements majeurs de la variété européenne, attirant même des stars d'outre-Atlantique venues tenter leur chance en Europe avant d'exploser aux États-Unis. Glory, glory, hallelujah. Your kisses for me, sing all your kisses for me. Bye bye, baby, bye bye. Don't cry, honey, don't cry. Les années 70, puis les années 80 vont lancer de solides carrières internationales au gré des évolutions musicales. Such a long time reaching out for you, but you aren't near. What's another year? What's another year to someone who's lost everything that he owns? Les années 80, vous revenez un peu comme dans les années 50, sans peut-être la force de la voix à de la variété traditionnelle. Les années 90, on commence à évoluer vers quelque chose de plus dense, voire dense, ce qu'ils appellent dense ethnique, c'est-à-dire révélateur d'une ambiance, d'influence d'un pays. Viva la via, viva Vittoria, Afrodita. Viva la diva, viva Vittoria, Cleopatra. Hard rock, hallelujah. Et puis là, maintenant, vous êtes dans l'originalité absolue, puisqu'un groupe de hard rock a pu gagner l'Eurovision, ce qui était impensable à l'époque des années 50, 60, 70. Pour la variété francophone, l'Eurovision accueillera nombre d'espoirs qui feront par la suite les carrières que l'on sait. À force de prier, chaque nuit, chaque jour, à force d'implorer tous les dieux de l'amour, l'amour s'en va. Je t'échappe quand tu me poursuis, ou bien c'est moi qui refuse de croire tout fini. Je vais me marier
Roger, et vous quittez toi Frédéric, et toi Didier. Ne te moque pas Lucas, pas plus que toi Napoléon, ni toi Colin. Tu l'air d'un nu sur une plage. J'ai déjà vu ça dans tes yeux. Croire à la couleur de crapaud. Croire marchera plus au pas. Voilà donc tous mes CD de l'Eurovision. J'ai les 1000 et quelques chansons qui ont participé à l'Eurovision depuis 1956, je les ai toutes. 1000 et quelques chansons en 51 éditions, les inoubliables, mais aussi les complètement oubliées du grand public, autant de trésors pour les fans disséminés dans toute l'Europe. Je crois que ça nous a pris à tous un peu pareil. En général, on est des petits garçons, un peu fils à maman, on regarde la télévision le samedi soir et on aime le concours Eurovision parce qu'on aime les langues et on aime la variété un peu débile en général. Ça va ensemble. Et comme moi, je m'intéressais beaucoup à l'allemand, et c'était la seule fois dans l'année où on entendait une chanson chantée en allemand sur la télévision française. Merci, merci, merci für die Stunden, chérie, chérie. J'aime bien la comparaison avec les, même si elle peut surprendre, avec les fans de foot. On a un peu la tendance à dire, nous les fans, que c'est notre football à nous, parce que les fans de foot, alors ils connaissent bien les équipes, ils connaissent bien les joueurs, ils savent où les joueurs ont commencé, ils savent combien de buts ils ont marqué, ils savent quand ils se sont blessés, quand ils ont été moins bons, quels sont leurs parcours. Je pense que ça participe du même processus de psychologie, on est fan tout simplement. Alors, au son du Tédéum de Charpentier, qui est l'indicatif de l'Eurovision. Des fans qui attendent chaque année avec fébrilité l'instant de la victoire, le moment du résultat final. Ces victoires qui seront ensuite discutées, disséquées, analysées, contestées, et comme pour le football et ses supporters, on fait le décompte des victoires, nation par nation, saison après saison. Merci si vous êtes en France. Croyez que mon cœur bat très fort et que je suis très heureux. France, 50 participations, 5 victoires. La première en 1958 avec André Claveau, la dernière il y a tout juste 30 ans avec Marie-Myriam. Et oui, 30 ans déjà que la France semble avoir perdu la formule de la combinaison gagnante. Il faut y aller avec un cœur gros comme ça. C'est une déclaration d'amour. Et quand on touche l'autre cœur, on a gagné. Et l'Europe, finalement, c'est l'Europe entière avec les différences de langue. Mais ils avaient compris le message. L'année d'avant et 3 ans avant moi, ceux qui avaient gagné, c'était des groupes. Et moi, je suis arrivée, mais total à contre-courant, avec les 8 premières mesures a cappella, avec un truc, message d'amour et de paix. Enfin, c'était tout à fait autre chose et tout à fait à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque. Donc, je pense que c'est pour ça. Et c'est pour ça que nous, on a gagné en tout cas. Contre vents et marées avec Marie, quand on se retrouvait à Londres, alors qu'il n'y avait personne, pas un photographe, personne n'y croyait. Je leur disais, mais on va gagner, on est arrivé en bus, on repartira en Rolls. Et au fur et à mesure des répétitions, j'entendais les autres interprètes chanter. Mais c'est fou. Mais j'étais sûr qu'on allait gagner. Les victoires de France et d'ailleurs, le climax, l'instant Eurovision. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Pour le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, ma vie, tout simplement, ça a changé ma vie, c'est évident. Abandonné au sable blanc, blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour, journée de vie où l'ombre se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds, où les matins effeuillent les rêves pour nous donner un monde d'amour. Pour gagner l'Eurovision, moi je pense qu'il faut surtout avoir une bonne chanson avec les 3 règles, hein. Toujours je les répète.
Mélodie immédiate, interprétation irréprochable et visuel inoubliable. Et quand cette victoire, on la remporte après pas moins de 45 participations infructueuses, comme le groupe Lordi pour la Finlande, la fête devient nationale et là aussi n'est pas sans rappeler les mouvements de liesse liés au football. Robe des grands soirs, tenue folklorique, tailleur de collégienne en passant par la révolution de la mini-jupe, qui laissera bientôt la place aux panoplies très colorées des années 70. Pour notre plus grande joie, dans cet étrange équilibre entre kitsch et modernité, le concours nous tend un miroir saisissant de nos évolutions vestimentaires et scénographiques. Et le look de prendre d'année en année une importance cruciale. Ainsi, cette concurrente fera toutes les répétitions en djellaba, de peur qu'on ne copie sa délicieuse tenue. Au départ, c'était des pauvres chanteurs plantés derrière un pauvre micro, les gros micros, là, tu peux regarder les archives. C'était comme ça, quoi. Puis je crois que c'est venu tranquillement à partir de ABBA. Après, il y a eu Brodel Hoffman avec une petite chorégraphie, les Kitchen. Il y avait à chaque fois le petit détail. Donc à chaque fois, il faut qu'il y ait le truc qui fait que les gens s'en souviennent. Et ainsi de suite. Après, vous avez les Buckfist qui s'enlèvent leurs robes. De plus en plus, on est tombé dans le Eurovision Show plutôt que le Eurovision Song Contest. Moi, quand j'ai commencé à chanter, c'était la Rose d'Or. Et j'étais ému parce que j'étais invité par M. Charles Aznavour, que je chantais dans les bals, comme on dit dans le Midi, dans les ballettis. Il m'a invité à sa table, il m'a regardé comme ça, j'osais même pas parler. Et il m'a dit, tu réussiras parce que je ne peux pas te dire comment tu étais habillé. Ça m'est resté. L'essentiel, c'est ce qui se passe. Il faut oublier tout le reste. Si on pense déjà à la robe, si on pense... Non, Céline Dion, elle n'avait pas une robe extraordinaire. Vous qui cherchez l'étoile, Alors certes, c'est peut-être la chanson qui prime, mais aujourd'hui, de la guerre du feu à la guerre des étoiles, on se la joue superproduction et la mise en scène devient un enjeu stratégique. Toutes les stratégies sont là, et là on est sur les fringues, et puis est-ce qu'à ce moment-là il faut mettre un danseur, est-ce qu'à ce moment-là il faut mettre un tambourin, un triangle, et puis si on le faisait descendre du ciel... Pyrotechnie ou pas pyrotechnie, la Grèce il y a 2 ans, elle a gagné parce qu'à un moment, dans la chorégraphie, ils se servent des bretelles des danseurs pour faire les cordes d'un violoncelle et ils l'emmènent dans les airs. Il y a un bouzouki en même temps, tout le monde adore aller en vacances en Grèce. Voilà, ça y est, hop, ça y est, ça s'oublie pas. Pour sa victoire en 2005, la Grèce n'a fait que reprendre une technique vieille comme l'Eurovision. Exemple, en 1962, on affiche une signature très nationale, très espagnole, quoi, et puis pas vu, pas pris, on enchaîne sur un petit air de twist pour faire moderne. Et pourtant, l'Espagne finira dernière. Non, cette année-là, le truc pour vaincre, il fallait répéter, répéter. Un premier amour, premier amour, premier amour. Ne s'oublie jamais, s'oublie jamais, s'oublie jamais. Un premier amour, on le cherche toujours. Dans d'autres amours, toute sa vie, on court après. Dans les années 60-70, c'était la chanson chantée par un Portugais qui mettait 3 mots d'anglais, 3 mots d'italien, 2 mots d'allemand, du style c'est beau la vie, yé yé yé, boum boum boum, dig dig ding, tralala. Et ça marchait en général. Et quand on ne parle que le français, toutes langues confondues, quels sont les thèmes portés par les chansons de l'Eurovision qui, compétition oblige, inventent une sorte d'espéranto fédérateur? Non, je t'aime, reviens, ne pars pas. T'en vas pas,
Alors il y a les oiseaux, il y a les arbres. La nature, ça revient, c'est parti. Moi j'imagine une vidéo où les enfants parlent aux oiseaux. Beaucoup les noms de héros ou de villes. Waterloo, Roméo, Casanova. Il y a plein de noms comme ça. En dehors des paroles, disons, faciles, on retrouve de temps à autre des textes, Dieu merci, un peu plus écrits. C'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Dans ta maison, c'est celle qui m'a donné un nom, qui a raison. De toute façon, fille ou garçon, tous ces dictons sont des leçons. Ne dis pas non, le monde n'est ni mauvais ni bon, tu ne tombes pas rond. C'est sans raison, oh, 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 oh. Et parfois même, certains, pour le moins novateurs, ont su se faufiler dans un concours à l'époque très comme il faut. La première chanson politique, ça s'appelle Nous. C'est la première chanson de revendication homosexuelle. Et Jean-Claude Pascal s'en a expliqué sur le long de la fin de sa vie, et les auteurs aussi. Quand vous écoutez le texte, c'est bien deux mecs qui sont sur un banc et qui ne peuvent pas s'aimer en public. Nous, les amoureux, il paraît que c'est l'enfer qui nous guette, ou bien le fer et le feu. C'est vrai, les imbéciles et les méchants nous font du mal, nous jouent des tours. Pourtant rien n'est plus évident que l'amour. Il signor Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg est là. Autore delle Nous parole l'avons e della vu musica delle toute la canzoni journée dans les di coulisses volere de ce salire sul théâtre, palcoscenico. un peu énervé par l'atmosphère qui se déroulait autour de lui. Est-ce que monsieur Serge Gainsbourg n'est pas là? Ah bon. Et quand il est question de provocation et d'Eurovision, on en vient forcément à évoquer le souvenir de Serge Gainsbourg, lui qui fera chanter à France Gall les fameuses sucettes à l'Annie qui feront scandale, peu après lui avoir apporté la victoire à l'édition de l'Eurovision de 1965. Chanson, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. White and black, danse balance sur le white and black blues. Nous les blacks, nous sommes quelques millions, 13 à la 12. Le long du fleuve, sous le soleil ombré des marécages. Serge Gainsbourg reviendra à l'Eurovision en 90 pour Joël Ursule, mais de mémoire de fan, on se souvient d'une troisième participation moins connue du grand public. Minouche Barelli a représenté en 67 la principauté de Monaco avec une chanson de Serge Gainsbourg. Ça s'appelait Boum Balaboum, Boum Boum. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zwei Groschen Musik, für 2 Groschen Musik und für so wenig Geld gehört euch eine Welt. Wollt ihr leiden? Serge Gainsbourg le répétait volontiers, c'est à partir de l'Eurovision que sa carrière d'auteur-compositeur a décollé commercialement. Car l'Eurovision, c'est aussi des ventes de disques, beaucoup de disques. Tous les chanteurs qui ont gagné l'Eurovision dans les années 60 ont tous fait des énormes carrières. Sandy Shaw. Dans les années 70 aussi, Marie-Myriam, elle n'a pas fait que l'Oiseau et l'Enfant, elle a fait vachement de titres, elle a vendu, je sais pas, elle a quand même vendu quelques millions d'albums, mine de rien. Je crois que, après, c'est vrai que sur les années 80, il y a Buck Fizz en Angleterre, qu'on connaît moins en France, mais qui est un groupe qui est mythique. Mythique un peu comme ABBA, quoi. ABBA qui, à ce jour, aurait vendu 400 millions de disques.
like I win when I lose. Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo, promise to love me forevermore. Lui, il regrette pas d'avoir été chanté à l'Eurovision. Hein. Bah, c'est Nel Plou Nimpinto di Blue, voilà. Et vraiment, il regrette pas, lui, parce que suite à ce passage-là, bah, des ventes dans le monde entier, et puis c'est toujours repris, ça, je crois que ça sera toujours, quoi. On parle toujours d'Abba, mais pour moi, le plus gros hit, c'est celui-là. Même sans victoire, pour certains, l'affaire fut bonne, très bonne. Le titre Volaren s'était classé que 3e en 1958. Il s'est vendu à quelques 22 millions d'exemplaires, sans compter les reprises multiples, se classant dans le top 5 des plus gros tubes mondiaux. Mais bon, ça, c'était il y a 50 ans. Alors aujourd'hui, l'Eurovision, ça fait vendre? Les Lordi, l'année dernière, ils ont squatté les top 10 de tous les charts européens, puisqu'ils étaient même à un moment 2e européen. Ils ont même eu les MTV Awards du meilleur groupe européen. Et c'est pas pour rien si les grosses stars des autres pays veulent faire ce concours, parce que c'est une vraie fenêtre. Une vraie fenêtre, un tremplin. En un demi-siècle, le concours a su tenir la note pour prendre aujourd'hui les dimensions d'un énorme barnum de la chanson et du business. C'est devenu un grand show, une machine à gagner. On le voit bien, lors de la sélection française, des chiffres ont été avancés qui sont quand même impressionnants. Je ne sais plus, 15 millions d'euros pour organiser des soutiens publicitaires très très impressionnants. Je pense, et c'est pas une critique, hein, c'est le principe aujourd'hui de toute chose, que c'est une énorme machine qui sert à faire gagner de l'argent aux chaînes de télévision et à l'Union européenne, enfin à l'UR, à l'Union européenne de radiodiffusion. Des budgets colossaux pour une émission retransmise simultanément dans toute l'Europe, avec des scores d'audimat qui laissent rêveur et qui classent l'Eurovision sur la 3e marche du podium des manifestations poids lourds, avec les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. Il y a un énorme fantasme sur le potentiel de l'Eurovision, parce que si on regarde les vieux documents, on dit 600 millions. Alors évidemment, il y a 600 millions d'Européens, certes, si on va jusqu'à l'Oural, en Russie, tout ça. En fin de compte, le potentiel, c'est 350 millions. Si tout le monde était devant sa télé, c'est 350 millions. Et en moyenne, c'est pas une moyenne, c'est 150, ouais. L'année dernière, j'ai eu les chiffres exacts, c'était 120. Depuis sa création, l'Eurovision a suivi, voire précédé les évolutions de l'Europe politique, intégrant régulièrement de nouveaux candidats dans un patchwork à géométrie très variable, accueillant aujourd'hui une quarantaine de pays. Avec des nouveaux arrivants pour qui le concours est une messe, un culte, une opportunité célébrée avec respect et ferveur. Et c'est les pays où l'Eurovision prend un impact énorme, parce que ces pays ont des choses à prouver. Ils ont un orgueil monstrueux. Ils n'ont pas organisé de Jeux Olympiques, ils n'ont pas organisé de Coupe du Monde de foot. Donc l'Eurovision, c'est énorme pour eux. C'est peut-être l'unique occasion d'organiser un événement international. Donc, ils mettent les petits pas dans les grands, et tu as un budget qui est directement voté par le gouvernement, par le Parlement, ça va jusque-là. Il faut savoir que le ministre de la Culture et du Tourisme à Malte, je crois que c'est la même personne, et le mec, il est en charge de l'Eurovision. Vous imaginez, Jacques Lang en charge de l'Eurovision, nous en France, c'est carrément... c'est ça la comparaison. We would like to welcome to the stage the President of Ukraine, Viktor Yushchenko. Et ce, jusqu'à la plus haute marche de l'État, puisqu'en Ukraine, pour l'édition 2005, c'est le président Viktor Yushchenko lui-même qui procédera à la remise du prix. Ainsi, l'Eurovision a parfois rendez-vous avec l'histoire. En 1974, c'est au son du titre représentant le Portugal que sera donné le premier signal de la mobilisation de la révolution des œillets. Eu te sinto em flor, eu te sofro em mim.
Et on se demande si sur une carte géopolitique en perpétuelle évolution, l'Eurovision nous dit quelque chose de cette Europe qui s'affronte par refrains interposés et si derrière les paillettes, la compétition ne favorise pas petits frottements et autres retours de flammes nationalistes. Puisqu'il n'y a plus de conflit armé, il y a un effet paradoxal de toutes ces rencontres nationales, internationales, entre des pays qui ne se font plus la guerre entre eux, et c'est vraiment un effet de défouloir, un effet de soupape. On va avoir des tensions internationales, n'avoir plus que des guerres de substitution, des guerres fantasmées comme peut l'être l'Eurovision, comme peut l'être le football, pour que ces tensions nationales ou internationales s'échappent. Enfin, il y a un deuxième phénomène, la globalisation et aussi le processus de création de l'Europe politique dévalorise, démonétise le patriotisme, le concept de nation. Et donc, comme la nation est disqualifiée, c'est le moment, c'est l'occasion où on peut enfin s'unir derrière son drapeau sans paraître fasciste. Dis-moi pour qui tu votes et je te dirai qui tu es. En effet, au gré de l'évolution du système de vote, on peut décrypter une partition plus complexe et moins anodine que prévu qui révèle alliances et conflits ancestraux de manière très claire. Vous avez bien sûr une complicité des pays protestants entre eux, des pays luthériens entre eux par exemple. Vous avez une autre complicité des pays de la Baltique. Et on voit que la Lettonie a énormément de voix parce qu'au-delà de cet effet bloc Union soviétique, donc bloc communiste pendant la guerre froide, il y a tous les pays de la Baltique qui vont voter aussi, donc la Finlande, la Suède aussi pour la Lettonie. Donc c'est un effet bloc. En dehors de cet effet bloc, vous avez des effets répulsifs. Donc les pays qui ne vont jamais voter les uns pour les autres, évidemment. Donc ces pays qui vont jamais voter les uns pour les autres, bon, une fois la chute du mur acquise et l'Empire volant en éclats, là, il est absolument certain que les Polonais ne voteront plus jamais pour les Russes, quoi qu'il arrive. Et parfois, derrière une simple chanson, l'Eurovision va cristalliser toutes les tensions de son époque. 1973, c'est la première participation d'Israël au concours. Ambiance glaciale, sécurité maximale. Le show must go on, mais le public de la salle est averti. Quiconque se lève pendant la chanson israélienne est susceptible d'être abattu, sans sommation. On chuchote que la chanteuse porterait un gilet pare-balles. C'est vrai qu'en 73 c'était chaud, 72 ça vous dit quelque chose, 72 Munich, 73 Israël rentre à l'Eurovision, il y a de quoi faire une petite parano quoi. Et donc c'est vrai, et ça se passait en plus au Luxembourg. Ça se passait au Luxembourg, il n'y a pas plus paisible que Luxembourg, mais bon. Et c'était un petit théâtre, tant mieux, et c'était très chaud, c'est vrai. À tort ou à raison, depuis les années 80, la presse française s'en donne à cœur joie pour massacrer un concours jugé kitsch, ringard, poussiéreux, j'en passe, et des meilleurs. En France, on a l'impression que systématiquement, l'Eurovision est taxée de quelque chose de ringard, ce qu'elle n'est pas pour moi, elle est tout au plus, l'Eurovision c'est tout au plus kitsch, mais pas ringard, de nul, de sans intérêt. Dans 40 pays, l'Eurovision c'est un business, l'Eurovision c'est une passion, l'Eurovision c'est rigolo. Ok, ils sont pas sourds, c'est kitsch, mais ils s'amusent, ils se prennent pas la tête et ils prennent du plaisir. C'est un peu, il y a des trucs à l'ouest, mais l'Eurovision ça a toujours été comme ça a toujours été les opposés et des choses extraordinaires, des choses. Il y a des gens qui vont à l'Eurovision limite pour s'en moquer. Et voilà, et puis il y en a d'autres qui le prennent très au sérieux et vous pouvez pas empêcher tout ça, quoi. Alors c'est vrai, inutile de se voiler la face, en matière de kitsch, l'Eurovision en connaît un rayon. Et ce jusqu'en 2001 où une mini-onde de choc va raviver l'intérêt pour le concours en France. Marc-Olivier Fogiel et le chanteur Dave sont chargés de commenter l'Eurovision. Le brief de France 3, la première fois quand j'ai fait ça avec mon camarade Dave, c'était tout en essayant de garder quand même les aficionados de l'Eurovision, mais c'était, selon leurs termes, déringardiser. Et amener une sorte de deuxième degré
dans un spectacle que se refiler la 2, la 3, la 2 n'en voulait plus parce que ça marchait plus, la 3 l'a pris mais il trouvait que c'était vraiment ringard, kitsch possible, avec que des seniors qui regardaient, et l'idée c'était, sans faire trop fuir les seniors, mais de ramener des tas de jeunes et qui regardaient le spectacle au moins avec un 2e degré de lecture, voire un 3e. Et c'est promis, s'il gagne, on va lui faire refaire les dents, vous allez voir, dès qu'il ouvre la bouche. Strings of my heart, Vanna. Vanna. Elle est enceinte juste avant, elle a gardé la robe après avoir accouché. Donc il y a de la place. Alors là, les choristes, à votre droite. Carole Fredericks. Au milieu. Ah, vas-y, toi. Régine. J'ai pas osé le dire. Et à gauche, Daniel Guichard. Non, c'est pas lui. Et alors, le meilleur reste à venir. Le voilà, avec son manteau en peau de chien. Le commentaire, disons quelque peu distancié des deux animateurs, aura l'effet d'une bombe au pays de l'Eurovision. C'est assez drôle parce que ça restait quand même une soirée de télévision avec deux zozos qui disaient un peu n'importe quoi dessus. Le lendemain, on rentre la première fois du Danemark, la deuxième fois de Lituanie. C'était les gros titres. C'était une affaire nationale, les ambassades écrivaient à France Télévisions, qui elles-mêmes réécrivaient tout en s'excusant, tout en assumant. Enfin, c'était quand même le comble du ridicule. Je me souviens être rentré, je crois que c'était de Lituanie la deuxième fois, et il y avait une grande radio généraliste, plutôt un télo, qui m'appelait, qui voulait ouvrir son 13h sur la polémique nationale autour de l'Eurovision. Je trouvais que c'était n'importe quoi, disproportionné. Mais voilà, mais moi je suis un peu j'adore l'Eurovision. Stratégie ou coup de chance, en tout cas le procédé fait merveille, la polémique fait rage, la France s'enflamme. Ah, c'est les mecs qui se cassent le cul à monter leur donc voilà, pas tous en même temps. Au 10e, au 25e degré. Donc aujourd'hui, quand je vois à juste titre le groupe France Télévisions faire une opération interchaîne de l'Eurovision, au contraire, je trouve qu'on l'a remonétisé d'une certaine manière. Alors dans la polémique, dans tout ce qu'il fallait qu'on parte après, enfin tout ça a été logique, mais j'ai plutôt l'impression qu'on a remis l'Eurovision à notre petite... chacun, Dave et moi, avec notre petite pierre, mais on lui a redonné, on l'a remis un peu au goût du jour. Cette année, pour la sélection française, la roue a tourné et le ton de la presse se fait nettement plus conciliant. Je constate que cette année, ceux qui riaient beaucoup ont beaucoup moins ri. Et que même certains qui, chaque année, disaient « Mon Dieu, on se tape ce concours de l'Eurovision ennuyeux, long, kitsch et tout ce que vous voulez », nous ont dit vraiment quel exemple d'originalité et d'audace. On met des nouveaux noms de la scène française, etc. Et là, c'est un vrai plaisir. Alors la chanson, c'est l'amour à la française des Fatal Picard. Aujourd'hui, on le sait, c'est les Fatal Picard qui nous représenteront à Helsinki, mais vu de près, elle ressemblait à quoi, cette fameuse sélection française? I remember jolie demoiselle, seule la semaine où la tour Eiffel. I remember come to a table, so beautiful with your sectionnel. C'est le bon de la scène, let's do it again, 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 again. You give me a rendez-vous, what is it, what is it? Je le cherchais à toi, dans les rues. Je ne suis pas venu car tu ne l'es plus. Je le regarde pas, where are you? My heart is bleeding, oh I miss you. L'amour à la française, let's do it again, 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 again. You give me a rendez-vous. En tout cas, ça a le mérite d'être très diversifié. C'est la première fois où les chansons sont pas toutes d'un seul et même style. Comme disent les Vampas, parfois c'était un peu gnangnan, donc et c'est vrai. Les chansons se tiennent toutes, qu'on aime pas, dans des styles très variés, se tiennent toutes. On sent que c'est pas de l'amateurisme. On sent que contrairement à certaines années, ça n'a pas été bricolé 10 jours avant. On sent qu'il y a un effort de production. Le choix était très bien fait finalement, parce qu'il fallait faire une espèce de patchwork. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme oiseau bleu survolant la terre, vois comme le ciel est beau, beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, vent du pays. Pardon, excusez-moi. Et après ça va être la vente, et après ça va être la vente encore, et après ça va être et après ça va tourner, et après ça va être salut maintenant, tu vas bien, comment tu vas? Mais mon fils, qui a 10 ans, il est fan de l'ordi. Il a les posters dans sa chambre, je te jure. Il a les albums, il a le poster tout son lit et tout. Donc. Mais justement, l'ordi, ça a dépoussière un petit peu ouais, l'Eurovision. Oui, c'était bien, ouais.
C'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, tant mieux. On était côté coulisses le soir du vote avec des rencontres totalement impensables il y a un an encore, dont celle avec le très lunaire Philippe Catherine, auteur-compositeur pour le non moins lunaire, groupe Les Vedettes. Ceux qui ont gagné l'année dernière, les Finlandais, non? C'est quand même ça. J'ai vu ça sur Internet. Ça appelle autre chose, évidemment. Ça paraît. Ils nous ont montré que les choses étaient bien poussiéreuses. Heureusement que je suis venu parce que la barre est haute. Regardez ces relations multi-ethniques. C'est pas beau ça? C'est beau, putain, la France de demain, la France plurielle. La France plurielle, putain. Un noir, un blanc. Et oui, la barre est haute et ce soir-là, il y avait du beau monde. Je suis belle. T'es belle, de toute façon, ça c'est sûr. C'est super parce que moi j'ai Estelle, puis j'ai aussi un groupe de rap. Finalement, on a quand même fait pas mal de choses cette année assez sympa. Et on essaye depuis 2 ans de préparer des chansons de manière à ce qu'il y ait une cohérence, que ça lui ressemble. Et de développer, voilà. Donc comme je lui dis, sa carrière s'arrête pas ce soir. Au mieux, elle commence ce soir. Au pire, elle commence un autre jour. On y va. On est ready. Patrick Bruel, producteur, Philippe Catherine et Marco Prince, auteur-compositeur. Mais qu'est-ce qui les a attirés cette année? C'est toujours pareil, c'est qu'on est toujours en train de se plaindre et de se dire c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Si on a une occasion de pouvoir changer ça, il faut vraiment le faire. Donc ce qu'on a fait, tous, quoi, avec grand cœur. Moi j'en parlais tout à l'heure avec Catherine, avec tous les gens qui ont participé, on s'est amusé à le faire. On s'est pris au jeu de la gagne quand même, on s'est dit tiens, on essaie de faire le mieux possible. Mais franchement c'est marré quoi. Voilà. Voilà, c'est le groupe de rap dont Patrick parlait tout à l'heure. BZR. Comment BZR? Enchanté, ça fait plaisir. La Courneuve, 93. Voilà, c'est là d'où on vient nous. 15 bédos. BZR, la MIFA. C'est la MIFA. ماشي غيركم سبقوا في البلاد الوالدين داتهم الغربة لي سون افونير À l'accordéon, il nous B. Et quand même tu sais, à l'accordéon c'est Geoffrey. Très bonne émission à tous, ça va commencer dans 2 minutes. Donc vous pensez à vous pensez à votre chanson, nous on s'occupe du reste. Et on vous dira tout ce qu'il faut faire, d'accord? On y va, on y va, on y va. Quelques minutes avant l'entrée sur scène, du rap, du rock, du rail, de la variété, la famille de l'Eurovision semble s'être racheté une conduite, disons, plus sportive, avec une sélection réellement représentative. Oh, les Fatal Picard! On va faire le voyage ensemble! Avec les Fatal Picard et leur charmante pochade, la France se prend à rêver d'un retour en force. Certains fans se prennent à rêver d'une victoire française cette année. La chanson semble avoir un très bon écho auprès des fans, toujours par les fans internationaux, qui trouvent que c'est une très bonne chanson. Moi, je la trouve très originale. Et je cours, I've lost l'amour, 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 je suis perdu. Et oui, that's you and I'm crazy. Cela, Paris, je tout le manque. Sans toi, I can't être sous la pluie. Mais attention, si les Fatal Picard ont remporté une victoire, pour la guerre, il faut attendre la fameuse finale, avec cette année des concurrents très sérieux dans des styles très variés. On est dans le R&B, on est aussi un peu dans la pop, on est dans une espèce de fourre-tout qu'on appelle le rock. C'est assez représentatif de ce qui se fait. Avec un petit retour au folk. Estás pensando en si vius bé i no hi ha temps per lo de més. El món en joc i no fa res. She smiled at me and said, would you like it sweet and low? I know a place where we can take it nice and slow. I'm fine, bravo, caída. Et j'ai l'impression que cette année, ça va être quelque chose d'assez surprenant, mais aussi surprenant que l'année dernière, mais dans l'autre sens.
The world is full of terror. If someone makes an error, it's gonna blow us up to biddy kingdom come. À chaque année, sa polémique. Pas de politique à l'Eurovision. Israël a failli être disqualifié avec une chanson sur la menace nucléaire. Poussez le bouton, dit le texte du refrain qui, selon certains, désignerait clairement l'Iran. La parole est à la défense. There are several crazy in the world, and there are a lot of terrorists in Russia, in Spain, in Israel, in the United States. Everywhere there are people that are terrorists, and you know, if an Iranian man listen to this song, he thinks crazy leaders think it's Bush maybe. So it could be everyone. Il y a plein de souffrances dans la rue, trop de violence, on a beaucoup de chance d'être vivant, même pas blessé. La chanson a été maintenue, reste à savoir si elle sera bien accueillie par les autres pays en compétition. C'est-à-dire, ça peut fonctionner si c'est réellement une crainte partagée par les autres pays. Si c'est pas le cas, ça va être vécu comme un cheveu sur la soupe, comme quelqu'un qui tire un coup de pistolet pendant un mariage, si vous voulez. On est dans une atmosphère légère, détendue, de variété, et là, quelqu'un vous parle d'un enjeu existentiel, vital, extrêmement grave, rayer un pays de la carte, utiliser l'arme atomique, bon, bref. Et pour rester au rayon polémique, la grande question qui agite tous les cercles proches de l'Eurovision concerne le choix des langues pour les différents candidats. Quand on sait que pour l'édition 2006, 18 des 22 pays finalistes chantaient en anglais, on admettra que pour un concours censé promouvoir la culture européenne, le problème devient, disons, préoccupant. Je trouve qu'une chanson, c'est de la musique, certes, c'est peut-être 70-80% de musique. Les paroles sont peut-être plus annexes et plus aléatoires, mais les paroles seraient en langue nationale, ça apporterait plus de vérité. Parce qu'à la limite, là, on ne fait pas la différence entre le chanteur slovène et le chanteur lituanien. Ils chantent tous en anglais maintenant. C'est aussi, on peut parler de mondialisation, y compris à l'Eurovision, sans que ça fasse sourire. Et moi, je le vis et je le vois chaque année, quoi. Mondialisation ou américanisation, la question est ouverte. À terme, l'Eurovision va-t-il se transformer en un immense Texas barbecue, symbolisant ainsi la disparition de nos particularités nationales? Affaire à suivre. Si on décrète l'unification des cultures européennes, on fait disparaître ce qui fait la saveur, la force et la profondeur de la culture européenne. La culture européenne, sans Goethe, sans Beethoven, sans Shakespeare, sans Dante et sans Maupassant, c'est plus la culture européenne. Donc il est hors de question, évidemment, d'imposer une langue unique, d'imposer une façon d'être unique. Par définition, la culture européenne, c'est celle de la diversité, c'est celle de la diversité enracinée dans des cultures nationales. Il y a un espoir cette année. Il y a plein de pays qui reviennent de l'ex-République yougoslave, chantent en croate, serbo-croate, slovène. Il y a une bonne vingtaine de pays qui rechantent dans leur langue cette année, sur les 42. Donc c'est un retour, et dans les 20 pays, je mets les pays comme l'Angleterre, l'Irlande et Malte, qui ont en langue officielle l'anglais, évidemment. Mais pour nous décomplexer, les États-Unis, sans doute séduits par la victoire du groupe Lordi, auraient acheté le concept de l'Eurovision pour l'adapter en compétition inter-États. Comme quoi... Entre 50 États, eh bien, ça pourrait marcher. Parce qu'il y a certaines rivalités. Tout le monde, dans l'Amérique profonde, d'où je viens, dans l'Ohio, tout le monde déteste les New-Yorkais. Et les Californiens, eh bien, on les trouve un peu bizarres, pour dire le moins. Et les gens de Floride, eh bien, c'est des ringards, des vieux, des retraités. Donc, il y a, comme en Europe, il y a des stéréotypes de chaque État. Eh bien, une compétition entre tous ces gens-là, ces brassages-là, ça pourrait très bien marcher, effectivement. Après plus d'un demi-siècle d'existence, on se pose la question, est-ce que envers et contre tout, l'Eurovision a su préserver ses vertus humanistes et citoyennes? Bref, la musique adoucit-elle vraiment les mœurs?
Et le concours contribue-t-il toujours au rapprochement des peuples et à une certaine unité européenne? Il y a les convaincus et il y a, disons, les sceptiques. Maintenant, on est à 35, 40 pays. C'est quelque chose de formidable. Puis ça a épousé les évolutions politiques, les évolutions de la société, les évolutions musicales. Donc si vous faites le bilan des 50 dernières années, vous avez un très très beau panorama de l'évolution de l'Europe sur les 50 dernières années. Ça va être la seule émission, une fois par an, où, comme disait l'autre, la coiffeuse londonienne, le pêcheur portugais et le paysan finlandais voient la même émission. Ça devient rare. Hein. Enfin, l'Eurovision de la chanson est né comme ça pour que ce soit un terrain d'entente, un truc complètement humaniste, que les gens se partagent et chantent chacun dans leur langue, et ça, c'était le rêve. Et 50 et quelques années après, bon, bah, ils ont réussi leur coup, parce que déjà, l'Eurovision est toujours là. La mission citoyenne de représentation de l'Europe tous unis, qui, des années après, unissent leurs efforts pour montrer à quel point la culture est un produit bien européen dans pas une seconde. Je n'y crois pas du tout. C'est formidable d'essayer d'avoir cette philosophie autour de l'Eurovision, mais c'est assez loin de la réalité des gens qui la regardent et qui la vivent, me semble-t-il. S'il existait un sentiment affectif, un lien affectif et culturel fort, eh bien, on verrait à ce moment-là. Donc, oui, à chaque fois que les pays européens sont en compétition, notamment à l'intérieur de l'Eurovision, on voit bien que l'Europe des cœurs ou que l'Europe affective et culturelle n'existe pas. Mais cela dit, il faut prendre ça avec un brin de sérieux parce que, actuellement, l'Europe n'est pas en guerre. C'est peut-être grâce au football et grâce à l'Eurovision parce que c'est là où ça se passe. C'est là le combat de taureaux, en quelque sorte. Vous êtes très peu militarisé en Europe maintenant, et bien tant mieux. Ce que peut faire une chanson, c'est, et Brel le disait, ça peut arrêter les canons. Et donc je crois que c'est ça, il faut que la chanson fasse, il faut que les gens chantent. C'est très, très important. Et je cours, avance l'amour, je suis perdu. Here we got you and I'm crazy. Cela, Paris, je te le manque. Sans toi, I can't sous la pluie. I feel solutions in